Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a 2 semaines, Julius Malema, patron des Economic Freedom Fighters, deuxième parti d'opposition en Afrique du Sud, disait en marge d'une session animée du Parlement panafricain, et je le cite, « Les pays francophones admirent toujours leurs colonisateurs. Ils vénèrent les symboles de la France. En fait, ils se considèrent comme Français et nous devons mettre fin à cela. Ils semblent penser qu'en raison du nombre de leurs pays, ils doivent avoir une domination sur nous et ils doivent servir dans le meilleur intérêt de ce que la France leur demande de faire. Et nous n'allons pas accepter cela. Leur attitude ne permet pas d'unir notre continent. » Fin de citation. En quelques phrases, l'emblématique homme politique sud-africain a résumé la situation de notre sous-région. Et je me réjouis de ce constat, car cela signifie que l'Afrique non francophone est consciente des obstacles que nous avons à affronter. Il est maintenant temps de leur faire savoir qu'il y a chez nous, ici, des gens qui ont fait le même diagnostic, qui mènent une lutte de libération et pour que nous puissions unir nos forces afin de permettre à notre continent de prendre son envol. La France, c'est notre problème et avec elle, les nègres de maison à la tête de nos États. Ça, on le sait. Mais il y a aussi ces intellectuels, ces hommes d'affaires, ces citoyens lambda qui, formatés par un système scolaire abétissant et un écosystème francophile, n'arrivent pas à se projeter dans la liberté. Imaginez-vous une prison dans laquelle il y a une mutinerie. Les gardes sont neutralisés, les portes du pénitencier sont ouvertes et pendant que certains s'échappent à toute vitesse, vous en avez d'autres qui sortent, regardent la forêt dense, synonyme de liberté, qui est devant eux, et puis se disent « Si je vais là-bas, là, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'il n'y aura pas un léopard ou bien des serpents? C'est pas trop sombre? Est-ce que je vais trouver à manger là-bas ?» Ils jettent un coup d'œil derrière eux, ils voient le portail ouvert de la prison et ils préfèrent y retourner parce que là-bas, certes, c'est une prison, mais ils se disent qu'au moins ils ont un bol de riz par jour et que même si les gardiens les maltraitent et les frappent, au moins ils se connaissent. Et donc, ils font demi-tour, ils poussent la porte de la prison pour la fermer à clé de l'intérieur. Ils vont vite couper les cordes des gardes pénitentiaires qui avaient été ligotés avant d'aller sagement s'asseoir dans leur cellule en remettant eux-mêmes les chaînes autour de leurs chevilles. Ils sont nombreux comme ça en Afrique de la zone UEMOA. Des trouillards qui ont peur de se prendre en charge eux-mêmes, peur de la liberté, peur de la responsabilité, peur de leur propre ombre. La lutte que je mène avec d'autres, c'est pour vous redonner les clés de la maison Afrique dont vous êtes les seuls propriétaires légitimes. Mais il y en a toujours qui sont là en train de dire « Ouais, mais est-ce qu'on a même le droit d'être propriétaire? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué? Les gens là-bas disent qu'on ne peut pas, que c'est eux qui savent mieux ce qui est mieux pour nous. On n'a qu'à rester locataire. » Sur nos propres terres, dans notre propre maison, chez nous en Afrique, là, c'est la France qui est propriétaire, nos chefs d'État qui sont locataires, et puis nous, là, on est dans le meilleur des cas des sous-locataires, tandis que d'autres sont carrément SDF, sans domicile fixe. Vous êtes implantés dans vos villages depuis des siècles, des générations et des générations. Mais si on trouve du pétrole, de la bauxite, du manganèse, de l'or, on vient vous soulever des villages entiers et puis on va vous chasser de chez vous pour aller vous jeter dans un autre coin, là où vous allez être triés selon les catégories autochtones, allogènes pour utiliser le vocabulaire du colon. Est-ce que vous-même, vous pensez que c'est bien? Sérieusement. On nous a tellement formatés pour croire en notre propre faiblesse et incompétence que beaucoup ont fini par accepter cela comme une réalité inamovible. Alors, en plus de combattre notre adversaire, la France, et dans France, j'inclus nos chefs d'État, dont aucun ne réagit quand Macron se comporte en empereur de l'Afrique, nous devons en même temps lutter pour extraire une partie de notre peuple de ses complexes et de sa peur qui le conduisent à trouver rassurant
le contexte de son oppression. Je vais vous donner 3 exemples pour cela. D'abord, dans le domaine contractuel. Nous savons tous que le franc CFA est une monnaie coloniale néfaste pour notre développement, car créée pour enrichir la France et entretenir sa domination sur nos États. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui traitent de ce sujet, donc si vous voulez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à y aller à la fin de celle-ci. La rupture avec la zone franc entraîne la dénonciation en cascade de plusieurs accords et traités, et c'est ce qui flanque la frousse à nos dirigeants. La décision d'un de nos pays de rompre avec le CFA entraîne sa sortie du pacte colonial qui nous lie à la France, connu sous le nom d'accord de coopération signé entre 1960 et 61 selon les pays concernés, sa sortie des traités de l'UMOA et de l'UMOA de 1973, sa sortie de la BCEAO, sa sortie du franc CFA et automatiquement la dénonciation de la Convention du compte d'opération. La Mauritanie, la Tunisie, le Laos, la Guinée, l'Algérie, le Vietnam, le Maroc, le Cambodge ont quitté la zone franc. Et ils ne s'en portent pas plus mal, bien au contraire. Mais nos dirigeants, bien conscients de leur propre médiocrité, sont tétanisés à l'idée de devoir gérer de façon autonome. Nos banquiers centraux sont parmi les plus complexés d'entre nous. Ils font pipi dans leurs culottes à l'idée de devoir prendre et assumer seuls les décisions de gestion de notre politique monétaire. Pourtant, en parallèle à la zone franc, il existait aussi la zone sterling, créée en 1939, qui rattachait la couronne britannique à ses colonies. Réunissant plus de 80 pays, elle était bien plus importante que la zone franc et ses 15 membres actuels. La zone sterling a disparu en 1972 et les pays qui la composent ont chacun leur monnaie et se portent bien. Il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Islande, la Jamaïque, l'Inde, le Qatar, le Koweït, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Botswana, le Ghana, l'île Maurice. On peut en citer plein d'autres. Les zones monétaires peuvent disparaître, les traités peuvent être rompus et les contrats dissous, sans entraîner ni une détérioration des relations entre les anciens membres, ni la fin du monde pour ceux qui ont décidé de partir. C'est comme ça qu'on a voulu faire croire aux Britanniques que s'ils sortent de l'Europe, le monde va s'effondrer pour eux. Pendant 4 ans, avant le référendum de 2016 jusqu'au retrait effectif du 31 décembre 2020, avec des menaces, des campagnes médiatiques anxiogènes, des flatteries, des mensonges, de la diabolisation, des pressions, du dénigrement. L'Union européenne a tout fait pour faire regretter aux Britanniques leur envie de liberté et de souveraineté. Or, depuis le 1er janvier 2021, ils sont effectivement sortis de l'Union et le ciel ne s'est pas abattu sur eux. Bien au contraire, ils viennent d'organiser le sommet du G7 où l'Europe était représentée par 5 personnes, les mêmes qui s'agitaient et menaçaient Boris Johnson quelques mois auparavant. Passons maintenant au domaine de la santé. On est toujours là à tendre la main à l'Occident pour gérer les crises sanitaires chez nous. Quand Malcolm X décrivait les nègres de maison, il rappelait que leur comportement consistait à dire « nous sommes malades » quand le maître était malade. C'est cette même mentalité qui nous pousse à adopter un mimétisme destructeur face à la pandémie au coronavirus. Comment peut-on imaginer que le président de la France, pays de 67 millions d'habitants, qui comptabilise à elle seule 110 000 décès dus au Covid-19, ait le culot de déclarer qu'il a défini les objectifs de vaccination pour l'Afrique, comme si nous étions sa chose, sans qu'un président africain ne réagisse pour le remettre à sa place, alors que dans tout le continent, qui comporte 54 pays et 1,264 milliard d'habitants, on n'a enregistré que 131 000 décès. Qui doit donner des leçons à l'autre? Qui doit aider l'autre? Nous avons une richesse incommensurable de plantes médicinales sur ce continent. Nous avons des sages, des traditions, nous avons des jeunes, des médecins, des tradipraticiens, des entrepreneurs. Mais au lieu d'investir massivement dans la recherche et le développement et de soutenir et promouvoir les initiatives entrepreneuriales dans la pharmacopée locale,
Nous préférons imposer des couvre-feux et mendier des vaccins qui enrichiront davantage Bill Gates et les Big Pharma occidentales, alors que nous n'avons ni les mêmes problèmes, ni les mêmes réalités. Et pourtant, je le vois au Cameroun, les infusions de kokmot, d'artémisia, de moringa dans la prévention et les concoctions de ngulbetara, d'élixir et d'atsak Covid de Cléda dans le traitement font leur effet et fournissent certainement une explication à l'absence d'hécatombe que l'Occident souhaitait pour l'Afrique. Mais nous sommes tellement conditionnés à mépriser ce que nous produisons que nous préférons nous faire injecter on ne sait quoi pour se rassurer. Il faut changer cela. Le manque d'estime de soi fait aussi des ravages lorsqu'on arrive au domaine militaire. Alors que Macron a commencé son cinéma par rapport au retrait fictif des troupes françaises du Sahel, consécutif à la gifle que les Maliens lui ont administrée, on entend ici et là des voix africaines qui s'élèvent pour pleurnicher que nous sommes foutus, que s'ils partent, les djihadistes vont arriver jusqu'à Abidjan et patati et patata. Mais les gars, 5100 soldats français sont là depuis 8 ans. Et les djihadistes qui étaient cantonnés à Gao, Kidal et Tombouctou à leur arrivée là-bas sont déjà en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Niger, au Togo, sans parler du Burkina. Ça vous interpelle pas ? Vous pensez qu'un tel déploiement est possible grâce à qui? La chose qui empêche nos États d'en finir avec les djihadistes, que ce soit dans le Sahel ou plus à l'Est, c'est le manque de volonté politique. On n'a pas besoin d'une académie de lutte contre le terrorisme financée par la France pour cela. Loin des gesticulations macroniennes, des campagnes d'intox des médias occidentaux et de la panique de certains lobotomisés chez nous, si nos dirigeants mettaient un point d'honneur, d'une part, à travailler à l'amélioration des conditions de vie de leur population, et d'autre part, à former et équiper proprement et correctement nos armées, le problème n'en serait pas un, car nos soldats en finiraient en 2 temps 3 mouvements avec la racaille que les puissances coloniales instrumentalisent pour semer la terreur et les populations locales négligées et maintenues dans la pauvreté ne seraient pas un terreau propice pour eux. Je recommande la lecture à ce sujet du rapport du Timbuktu Institute, sorti la semaine passée, intitulé « Radicalisation et perception de la menace terrorisme dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, le cas du Bunkani ». Les groupements dits djihadistes, ce n'est pas des dizaines de milliers de personnes. Ce sont des groupes de 50, 100, 200 personnes qui font des descentes à moto ou en pick-up dans des villages retirés et abandonnés par l'administration en tuant tout le monde avec pour objectif de semer la peur et de marquer leur territoire avec ces carnages. Ces bandes organisées n'ont pas pour vocation de prendre le pouvoir, mais plutôt de contrôler des territoires pour leur trafic de drogue, d'armes, de migrants et de matières premières. Que peuvent ces 200 gugus face à une armée bien équipée et motivée? Rien. Mais vous verrez que quand nos gars vont commencer à éradiquer cette vermine, ce sont les mêmes qui les financent qui vont venir parler de droits de l'homme, etc. On a vu comment en Mauritanie, quand l'État a fait son travail, quand l'État regroupe les habitants de campements isolés pour les mettre dans des centres urbains créés à cet effet et dotés de services sanitaires, scolaires, éducatifs, administratifs, énergétiques et sécuritaires, le terrorisme ne prospère pas. On a vu en Centrafrique comment, quand des soldats sont entraînés et équipés par des encadreurs qui n'ont pas d'arrière-pensée, la victoire est au rendez-vous. Le jour où nous aurons bouté les Français hors d'Afrique et que nous serons dirigés par des gens décomplexés qui ont en tête l'intérêt de leur population, vous verrez que la plupart des conflits et des zones de guerre sur le continent vont disparaître. Je voudrais terminer cette vidéo en m'adressant à Julius Malema. Frère, c'est vrai que nous ne sommes pas fiers des énergumènes qui siègent avec vous au Parlement panafricain. Mais ce n'est pas la présidence rotative de l'institution qui changera quelque chose de fondamental. Il faut réformer la façon même dont sont désignés les parlementaires qui siègent à Midrand. Tant que ce sont les présidents de la République valets de la France qui choisissent parmi leurs copains députés dans les parlements nationaux ceux qu'ils envoient chez vous là-bas,
les choses n'avanceront pas. Il faut que les députés du Parlement panafricain soient élus directement par les peuples africains lors d'élections distinctes des législatives locales. Alors et alors seulement, nous pourrons espérer des changements en profondeur, non seulement au sein de cet organe, mais également au niveau du continent. Unissons-nous pour gagner cette lutte de libération. À bientôt. Hello, my name is Nathalie Yamb. 2 weeks ago, Julius Malema, leader of the Economic Freedom Fighters, the second largest opposition party in South Africa, said on the sidelines of a lively session of the Pan-African Parliament, the Francophonies are still admiring their colonizers. They still worship the symbols of France. Actually, they see themselves as French. And we have to do away with that. They seem to be thinking that because of the numbers of their countries, they must have dominance over us. And they must serve in the best interest of what France requires them to do. So we're not going to accept that. Their attitude is not going to unite this continent. In a few sentences, the iconic South African politician summarized the situation in our sub-region. Spot on, Julius, you nailed it. I welcome the observation because it means that non-Francophone Africa is aware of the obstacles we are facing. Now is the time to let them know that there are people here who have made the same diagnosis, who are fighting a liberation struggle so that we can join forces to allow our continent to take off. France is our problem, and with it, the house Negroes at the top of our state. We know that. But there are also these intellectuals, these businessmen, these ordinary citizens who, formatted by a debilitating school systems, are unable to project themselves into freedom. Imagine a prison in which there is a mutiny. The guards are neutralized, the doors are open, and while some quickly escape, others come out, look at the forest in front of them representing the freedom, and then start thinking, if I go there, is it safe? Won't there be lions or snakes? Isn't that too dark? Am I going to find something to eat? They glance behind them, they see the open gate of the prison, and then they prefer to go back, because even though it's a prison, they say to themselves that, well, at least they have a bowl of rice a day, and even though the guards are punching and mistreating them, at least they know them. And so they turn around, push back the door of the prison to lock it from the inside. They quickly go cut the ropes of the prison guards who had been tied up before going to sit in their cells after having themselves put their chains back around their own ankles. There are many like this in the West African Monetary Zone. Cowards who are afraid of taking care of themselves, afraid of freedom, afraid of responsibility, afraid of their own shadow. The struggle I'm fighting, along with others, is to give you the keys to the Africa House of which you are the only legitimate owners. But there are always some out there saying, yeah, but don't we even have the right to own property? Isn't it too complicated? The people there say we can't, and they know what's best. Let's remain tenants on our own land, in our own house at home in Africa. It is French which is the owner, our heads of states who are tenants, and then we are in the best cases subtenants, while others are downright homeless. You've been in your villages for centuries, but if oil, diamonds, gold are found, then they come to kick you out, lift up whole villages and throw them elsewhere where they are going to be sorted between natives and non-native. Does it sound right to you? Seriously? We have been so trained to believe in our own weakness and our own incompetence that many accept it as an enduring reality. So in addition to fighting France, and I include in that our heads of states from Al-Sisi down to Ramaphosa, none of whom react when Macron behaves like the emperor of Africa, we must at the same time fight to extract their complexes and fear from part of our people, which lead them to find the context of their oppression reassuring. Here are 3
Examples. First, in the contractual field, we all know that the CFA franc is a colonial currency harmful to our development because it was created to enrich France and maintain its domination over our states. There are plenty of videos on my YouTube channel that covers these topics. So if you want to deepen your knowledge, feel free to go there at the end of this one. The break with the franc zone leads to the cascade denunciation of several agreements and treaties, and this is what freaks out our leaders. Mauritania, Tunisia, Guinea, Algeria, Vietnam, Morocco, Cambodia have left the franc zone, and they are not worse off, quite the contrary. But our leaders, well aware of their own mediocrity, are paralyzed by the idea of having to manage autonomously. Our central bankers are among the most inhibited of us. They pee in their panties at the idea of having to decide alone and take sole responsibility for the management of our monetary policy. Parallel to the franc zone, there was the sterling zone, created in 1939, which attached the British Crown to its colonies. Bringing together more than 80 countries, it was much larger than the franc zone and its current 15 members. The sterling zone vanished in 1972, and the countries that made it up each have their own currency and are doing well. They are Australia, New Zealand, Jamaica, India, Qatar, South Africa, Nigeria, Botswana, Ghana, Mauritius, and so on. Monetary zone can disappear, treaties can be broken, and contracts dissolved without causing a deterioration in relations among former members or the end of the world for those who have decided to leave. We all remember how they tried to make the British believe that if they leave Europe, the world would fall apart for them. For 4 years, from the 2016 referendum until the actual withdrawal on December 2020, with threats, media campaigns, flattering, lies, demonization, pressure, vilification, the European Union did everything in its power to make the British people regret their desire for freedom and sovereignty. However, since January 1st, 2021, they have effectively left the Union, and the sky did not collapse on them. On the contrary, they have just organized a G7 summit where Europe was represented by 5 people, the same ones who were threatening Boris Johnson a few months ago. Now let's move on to healthcare. We always reach out to the West to manage health crises in our own countries. When Malcolm X described house Negroes, he recalled that their behavior was to say, "We are sick," when the master was sick. It is the same mentality that prompts us to adopt a destructive mimicry in the face of the coronavirus pandemic. How can we imagine that the president of France, a country of 67 million inhabitants, which alone accounts for 111,000 deaths due to COVID-19, has the nerve to declare that he has set the vaccination target for Africa as if we are belonging to him, without an African president reacting to put him in his place, while throughout the continent, which has 54 countries and 1,264,000,000 inhabitants, only 132 deaths are recorded. Who should teach the other? Who should help the other? We have an immense wealth of medicinal plants on this continent. We have elders, we have traditions, we have young people, doctors, traditional practitioners, researchers, and entrepreneurs. But instead of investing in R&D and supporting and promoting business initiatives in the local pharmacopoeia, we prefer to impose curfews and beg for vaccines that will further enrich Bill Gates and the Western big pharma, even though we don't have the same problem or the same realities. But we are so conditioned to despise what we produce that we prefer to run to the West. We have to do away with that. Lack of self-esteem also takes its toll when it comes to the military. As Macron began to gesticulate in relations to the fictional withdrawal of French troops from the Sahel, following the slap the Malians gave him, some African voices are whining that we are screwed, that if they leave, the jihadists will arrive as far as Abidjan and so on. But guys,
5,100 French soldiers have been there for 8 years. And the jihadists who were stationed in Gao, Kidal, and Timbuktu at their arrival are now already in Ivory Coast, Ghana, Togo, not to mention Burkina Faso. Doesn't that bother you? Who do you think made such deployment possible? What prevents our states from ending the jihadist presence in the Sahel and further east is the lack of political will. We don't need a French-funded counter-terrorism academy for that. If our leaders were to make a point of working to improve the living conditions of their population and of investing in the correct training and equipment of our armies, the problem wouldn't be one, because our soldiers would exterminate this scum that colonial power used to sow terror, and the local populations, neglected and kept in poverty, wouldn't be a breeding ground for them. The so-called jihadist groups are not tens of thousands of people. They are a group of 50, 100, 200 people who raid remote villages abandoned by the administration, riding on motorcycles and pickups, killing everyone with the aim of sowing fear and marking their territory. These organized gangs have no intention to seize power, but rather intend to control territories, to smuggle drugs, weapons, migrants, and raw materials. What can 200 gangsters do against a well-equipped and motivated army? Nothing. But you will see that when our guys start to eradicate these vermin, the same people who fund them will come and talk about human rights and so on. We can see it in Mauritania. When the state is doing its job, when the state brings together the inhabitants of isolated camps to put them in urban centers created for this purpose, endowed with health, school, educational, administrative, energy, and security services, terrorism does not prosper. We've seen it in the Central African Republic. When soldiers are trained and equipped by supervisors who have no ulterior motives, victory is back on the ground. The day we kick the French out of Africa and we are led by people who have the best interests of their populations in mind, you will see that most of the conflicts and war zones on the continent will disappear. I would like to end this video by addressing Julius Malema. Bro, we are not proud of the energumen who sit with you in the Pan-African Parliament. But truth be told, it's not the rotating presidency of the institution that will change anything fundamental. We need to reform the very way in which parliamentarians who sit in mid-rank are appointed. As long as it is presidents of the republic devoted to France who choose from among their fellow MPs in the national parliaments those who they send to SA, things will not move forward. The members of the Pan-African Parliament must be directly elected by the African people in elections separate from the local legislative ones. Then we can hope for fundamental changes, not only within this institution, but also at the continental level. Let's unite to win this struggle. See you soon. Thank you.